Créer de la surprise, c'est savoir sortir intelligemment du brief, parce qu'on y est bien resté aussi sagement, qu'on a bien écouté les choses. Il faut aussi savoir en sortir de manière artistique et de manière un peu théâtrale. On a travaillé pour Paco Rabanne, pour Nina Ricci, et c'était assez génial parce que ça apprend à s'adapter à une marque. Donc il y a toujours cet exercice de comprendre ce qu'on nous demande, qui vous êtes, et en même temps être capable d'apporter de la créativité là-dessus, c'est-à-dire d'apporter de l'inattendu et de créer de la surprise aussi. Alors du coup, Louis, enchanté, parce que c'est la première fois qu'on se voit aussi. Bienvenue dans Merci Secret beaucoup. d'Archi. Enchanté, Julie. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pour la petite anecdote, j'ai découvert ton compte il y a 6 mois, je crois, à peu près. Et c'est vrai que tes projets sont vraiment très beaux, on aura le temps d'y revenir. Et puis, les choses ont fait que 6 mois après, j'ai rencontré l'agence qui te représente. Et du coup, on m'a parlé de toi et j'ai sauté sur l'occasion. Donc, encore bienvenue. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Et merci également, en tout cas. Et merci pour ton intérêt, en tout cas, sur notre travail et nos réalisations. Avec plaisir. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, ton agence ? Alors, donc je suis Louis Aspar, je suis le fondateur du studio Louis Morgan. Si je contextualise un petit peu, le studio Louis Morgan, on l'a fondé il y a 15 ans. Voilà, donc ça fait maintenant un moment, en fait, directement sorti d'école. Et on a travaillé à différentes échelles sur plein de projets très différents. Aujourd'hui, on est ce que je considère encore un petit studio, et nous, ça nous va très bien parce que j'ai toujours prôné le fait de rester, je dis petit, mais c'est rester à échelle humaine du moins, et garder du coup la créativité aussi à échelle humaine. Ça, c'est important, et c'est vrai que c'est des métiers où on commence architecte et on peut, par la force des choses qui se développent, devenir un peu chef d'entreprise. Donc on essaye, pour ma part, j'essaie de faire attention à ça. Voilà, et de toujours garder un peu en deux mots la tête en l'air pour la créativité et les pieds sur terre pour faire tourner un studio, quoi. Ouais, c'est pas toujours évident, puis c'est assez schizophrène. Ouais, exactement. Et justement, dans le studio, vous êtes combien aujourd'hui ? Alors dans le studio, nous on a un noyau de 4 personnes. Ok. Voilà, c'est le noyau dur en contrat avec des personnes qui sont là full time en fait au bureau. Et après, on a des personnes qui gravitent en freelance selon les projets, en renfort. Quand vraiment on est dans le rush, c'est finalement assez rarement le cas, même si on l'est toujours un petit peu, parce qu'on a toujours pas mal de boulot. Mais j'ai la sensation, voilà, que plus nous fait perdre un petit peu les pédales et l'agilité qu'on peut avoir sur nos projets. Et encore une fois, voilà, moi en tout cas personnellement, je trouve ça important de pouvoir continuer à garder un regard créatif sur les projets, même si on est toujours aidé de personnes qui ont s'entourent, bien sûr, qui sont toujours de très bons conseils. Et on a un aspect collaboratif dans le travail qui est absolument génial. Tout le monde se dit tout, sur tout. Que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, on a le droit de se dire, même si moi je suis sur un projet, on a le droit de me dire ça va pas, essaye ça. Hein, c'est ce que je dis toujours, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Donc on est tous dans le même bateau qu'est le projet, mais on se rend compte que travailler sur 3-4 projets en même temps, plus ça fonctionne pas, on met en péril un petit peu la créativité des projets. Et donc on essaye de garder un nombre de projets limité et donc un planning qui est construit de manière quand même méthodologique. On a beau faire des métiers créatifs, la méthodologie, c'est super important justement de garder une méthodologie. Une méthodologie avec des variables, un petit peu comme une équation, créatives qui peuvent nous amener à faire des choses différentes. Mais par contre, en termes de trame et d'organisation, de garder une bonne méthodologie de travail, c'est assez important. D'accord. Et quand tu dis 3-4 projets, c'est par personne ou c'est au total dans le studio ? Non, alors c'est au total simultanément. Ok. Donc après, moi je prends l'exemple de l'année dernière, mais voilà, sur ce modèle-là, on a pu traiter l'année dernière une vingtaine de projets, peut-être 25 même, 25 projets. Et après, on fait des choses très différentes. Moi, je pense que c'est important pour les personnes qui travaillent avec moi, pour les filles au studio, pour moi. Ça permet d'avoir... c'est l'anti-Fordisme un petit peu. C'est pas faire tout le temps la même chose, mais c'est de travailler de temps en temps sur du restaurant, de temps en temps sur des grands restos, des petits restos, de temps en temps sur du particulier, du grand particulier, du petit particulier. Des choses haut de gamme, mais aussi des choses plus accessibles. Ça nous intéresse aussi. On fait pas que du luxe. C'est un petit projet qu'on pourrait considérer comme un petit client. Et c'est pas ce que je dis. Nous, on y porte tout autant d'importance.
et d'attention qu'un gros projet qu'on pourrait appeler un gros client. Enfin voilà, pour nous, les clients deviennent quand même assez souvent des gens avec qui on est assez proche à la fin des projets. Ok. Voilà, ça devient quasiment des amis et c'est vrai que on les accompagne soit sur des conditions professionnelles pour mettre en route leur outil de travail, qui est leur restaurant ou leur hôtel, ou soit sur des particuliers, leur lieu de vie. Donc on rentre dans les deux cas à leur manière, selon la typologie des projets, dans une certaine intimité des gens et des clients. Et ça, on le sait, c'est l'humain. On met l'humain, en tout cas, au cœur de nos projets. Donc la rencontre déjà humaine dans le cadre de nos projets est hyper importante. On aime dire qu'on choisit pas nos clients parce que c'est pas vrai, mais il y a quand même une vraie sélection mutuelle où franchement, si on le sent pas, on n'y va pas. Ouais. Mais voilà, il y a une sélection mutuelle. Je pense que quand on choisit un archi, on s'apprête à faire confiance à quelqu'un pour un projet professionnel ou un projet particulier, et donc il y a une responsabilité. Nous, en tout cas, on le prend comme ça. Moi, je le prends comme ça. On nous fait confiance, on nous donne nos responsabilités, et donc on se doit effectivement d'assurer derrière au rendu du projet. Ouais, c'est intéressant que tu aies vraiment un panel large du coup en fait de typologie de clients. Souvent, on voit des studios qui vont se nicher. Vous avez vraiment plusieurs types de projets. Comment ça se passe du coup? C'est les clients qui viennent à vous? Enfin, c'est quoi l'identité du studio du coup? Alors, c'est une bonne question. Alors, je vais répondre dans l'ordre où tu m'as posé les questions. Est-ce que c'est les clients qui viennent à nous? Oui. Nous, on n'a pas de pôle commercial ou de démarchage ou quoi que ce soit. Ça, j'ai jamais trop cru en ça. Donc, c'est que du bouche à oreille, à 200%. Oui, on fait des choses très différentes, comme tu le dis. Et j'ai même à dire, il y a même des choses. Il y a pas mal de gens qui savent pas qu'on fait ça. Mais on a été amené à faire aussi des choses très différentes de par notre parcours. Moi, je viens vraiment purement du design mobilier. Je suis presque arrivé dans l'architecture d'intérieur un peu par hasard, même si aujourd'hui, c'est mon métier. J'ai fait beaucoup de retail et de merchandising. On s'occupait de vitrines et de concepts de boutiques pour des marques de luxe, beaucoup, pendant quasiment 10 ans. Ça passe par... voilà. Après, il y a des marques sous lesquelles on était sous contrat, mais oui, on a travaillé pour Paco Rabanne, pour Nina Ricci, pour des groupes comme L'Oréal, pour des groupes comme Louis Vuitton, pour Hermès, pour vraiment un panel de marques très important dans la cosmétique et la parfumerie. Et c'était assez génial parce que ça apprend à s'adapter à une marque, d'une part, à comprendre ce qu'est une marque, comprendre pourquoi elle est là et comprendre pourquoi aussi nous, on est appelés. Parce que si c'est pour faire exactement ce que la marque sait faire, il saurait le faire sans nous. Donc, c'est savoir comprendre une marque, qui elle est, et se poser la question de où est-ce qu'on peut la faire sortir de sa zone de confort, cette marque-là, en termes de design, en termes de créativité, et en même temps qu'elle reste identitaire et qu'elle reste cette marque-là. Donc, il y a toujours cet exercice de comprendre ce qu'on nous demande, qui vous êtes, et en même temps être capable d'apporter de la créativité là-dessus, c'est-à-dire d'apporter de l'inattendu et de créer de la surprise aussi. De la bonne surprise, idéalement. Donc oui, on fait des choses très différentes. Et après, on fait beaucoup de restaurants. Ça arrivait après le Covid. Ça arrivait après le Covid, purement par hasard. Un copain en bas de chez moi qui m'a demandé de faire son resto. Je voulais pas. Parce qu'on savait pas faire. Donc on n'a pas envie de faire n'importe quoi pour les copains. Il m'a dit, c'est mon premier resto. On va l'appeler les amateurs. On est tous des amateurs. Donc il y a une première fois à tout. Donc l'approche était, je dirais, saine. On a fait le restaurant, ça s'est super bien passé, il est toujours ouvert, il tourne bien, c'est toujours en bas de chez moi et tout va bien dans le meilleur des mondes. Longue vie aux amateurs. En tout cas, voilà, c'était un petit bistrot de quartier qui tourne bien mais voilà, c'était des amis, c'est resté toujours des gens proches. Et de fil en aiguille, voilà, après le Covid, il y a eu beaucoup les PGE, etc. Donc il y a beaucoup de restaurants aussi qui avaient une dynamique de se refaire une beauté, on va dire. Et on est rentré 1, puis 2, puis 3, vraiment purement en bouche à oreille. Aujourd'hui, voilà, on fait une vingtaine de restaurants par an. On voulait monter un petit peu sur des projets d'hôtellerie. Là, on travaille sur notre 3e hôtel maintenant. Il y en a un qui se termine dans le 8e, un gros projet dans le sud de la France vers Marseille, et un projet assez récent voilà, sur Paris également. Et on travaille aussi sur du particulier, très différent. Vraiment, ça c'est pareil, à l'humain, à la rencontre, un peu comme les restaurants finalement. Et nous, on est très, en fait, moi je suis très comme ça, je suis très à l'humain, à la rencontre, à l'affect. Il y a une affinité qui se passe
Je pense que le projet se sentira derrière. On a toujours tendance à dire, alors on travaille pour le projet, on travaille pour les clients, mais on travaille surtout pour les gens qui vont y venir aussi de l'extérieur. Je dis ça pour des restaurants. Un restaurant, c'est pas comme chez un particulier, c'est des personnes extérieures qui vont profiter d'un lieu, c'est des lieux publics. Donc il faut constamment, on n'est pas là pour signer des projets, on essaie de pas forcément avoir de style justement, de pas s'enfermer en tout cas dans un propre style. Donc même si je dis on s'enferme, mais on s'enferme pas, qu'on a mis au point une certaine méthodologie de travail, malgré tout on essaie de se réinventer dans cette même méthodologie et de créer des variables. Je le disais tout à l'heure, c'est aller chercher de l'inspiration pour essayer de nous faire sortir de notre propre zone de confort. Et c'est vrai que ça pourrait être assez facile de se dire on a déjà fait ça, ça marche, ça plaît, les gens nous disent que c'est beau, on pourrait reprendre le même principe et réajuster. Ça, on se force assez difficilement justement à pas tomber dans cet exercice-là assez facile. Donc c'est faire un peu des grands écarts, des choses très minimalistes où on est très less is more, ou des choses hyper maximalistes où on est dans l'exercice opposé, inverse, qui est le mieux vaut trop que trop peu, d'ingrédients, de matériaux, de matières, de couleurs. Donc voilà, on essaie de faire un peu des grands écarts architecturaux du moins pour essayer de sortir de notre zone de confort. Et comment vous faites ça justement? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Comme tu dis, le piège souvent c'est qu'on tombe un peu dans cette zone de confort et est-ce qu'on sait faire le mieux? Et vous, du coup, comment vous faites ça? Vous vous inspirez tout le temps, partout? Comment tu arrives à faire ces grands écarts comme ça? Je disais tout à l'heure, garder les pieds sur terre et la tête en l'air, mais la tête en l'air est super importante justement pour le grand écart et le côté un peu couteau suisse là-dessus, architectural en termes de style. C'est savoir lâcher prise, c'est sortir, c'est aller aussi dans des lieux. C'est super important de pas que regarder sur Pinterest. Il y a tout sur Pinterest. C'est ce que je dis toujours à tous les clients. Hein. Je prends souvent cet exemple-là, mais voilà, on va sur Pinterest, toutes les idées seront là. Certes, c'est comme un chef. On va dire tous les bons ingrédients, ils existent. C'est assez rare qu'on invente un nouvel ingrédient. Par contre, on peut mettre 10 très bons ingrédients ensemble et faire quelque chose d'indigeste. Des super ingrédients. Dans l'architecture, c'est pareil. On peut prendre 10 super bonnes idées, les identifier, tout le monde est capable de le faire, les mettre ensemble et faire quelque chose d'indigeste. Donc nous, on est un peu comme des chefs, on essaie de trouver un équilibre, une saveur, finalement une recette. Donc, et la recette architecturale, c'est pour ça que je parlais d'équation, mais finalement c'est un peu des recettes à ce niveau-là, c'est savoir mettre, savoir quelles vont être nos variables. Alors on ouvre aussi, ça paraît étonnant, pour pas trop se faire bombarder aussi par les réseaux sociaux, l'influence, etc. On a beaucoup de livres au bureau, beaucoup. On en achète régulièrement. Ça nous permet aussi d'aller puiser dans le passé, d'aller puiser aussi dans des expositions historiques. Ça, c'est super important pour nous. Que ça soit de la peinture, de la mode. Alors moi, je crois en la transversalité de la créativité de manière générale. Donc, s'inspirer d'une scénographie ou même d'une robe d'un défilé de mode, c'est possible. S'inspirer d'un bâtiment énorme pour faire de l'architecture d'intérieur, c'est possible. A contrario, je suis sûr, même si on n'est pas architecte de bâtiment, qu'on peut s'inspirer de petites choses pour créer des grandes choses. Moi, je me suis souvent inspiré de petits bijoux très minutieux de travail artisanal, de petites choses pour faire des grands miroirs ou des très grands objets aussi. Donc ça, on trouve ça intéressant, le fait d'avoir une transcription d'échelle d'objets. Donc ça nous aide à sortir de notre zone de confort. Ça, c'est certain. Et après, c'est en tout début de projet. On aime toujours à dire que c'est un entonnoir, qu'au début du projet, on se permet d'avoir beaucoup d'idées, de jeter des pistes. Et on se force à s'auto-challenger. C'est-à-dire, c'est se dire, OK, on va partir là-dessus. Mais si on devait se dire que cette piste-là ne nous convenait pas, même si on était nous-mêmes le client, qu'est-ce qu'on pourrait faire de radicalement opposé? Et nous, ce qu'on aime bien, quand on fait bien notre boulot et on essaye de le faire du mieux qu'on peut, et ça arrive assez souvent, cette problématique-là, que ce soit un client particulier, donc ça peut être un mari et sa femme, ou sur un restaurant, par exemple, avec 2 associés, c'est essayer de plaire à tout le monde, finalement. C'est le mari va dire « Ah ben non, mais j'adore la proposition 1 », et la femme va dire « Ah ben non, mais moi, je suis beaucoup plus sur la proposition 2 ». Et là, on se dit « Nos 2 pistes tiennent la route ». Parce qu'on plaît du coup à tout le monde. Alors, pas évident de se décider après. Il ne suffit pas de faire la 1,5 non plus. Mais voilà, c'est essayer de trouver l'équilibre, de plaire à tout le monde, parce que finalement, on crée des lieux
pour les gens qu'on ne connaît pas, finalement, qui vont passer devant un resto, devant un hôtel, qui vont y venir. Donc, il faut essayer de plaire un peu au plus grand nombre, je pense, quand même, sans tomber dans des choses, bateau et attendues. Donc, c'est la petite recette de l'inattendu, créer de l'attente et en même temps un confort, quelque chose aussi de rassurant. Je pense que les gens connaissent, qu'ils puissent se sentir chez eux, mais qui en même temps, dans un chez eux qu'ils n'auraient peut-être jamais osé faire. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va au restaurant ou à l'hôtel, on y va aussi beaucoup pour l'expérience vécue. Enfin, on le voit, c'est hyper important pour les personnes aujourd'hui. On n'y va plus simplement pour manger, quoi. On veut vraiment vivre une expérience, être dans un lieu, waouh. C'est certain, ça a énormément évolué. C'est vrai que les gens maintenant prennent des photos des lieux. C'en est presque trop, à mon sens. Mais en même temps, voilà, c'est sûr qu'en termes d'expérience client, je pense que les lieux sont plus beaux qu'avant. C'est sûr qu'avant, il y avait beaucoup de lieux qui étaient faits sans archi. Maintenant, ça se fait de moins en moins. Et en même temps, malgré ça, moi, je prône aussi, surtout sur les lieux publics, ramener le supplément d'âme et ramener le comme chez quelqu'un. Donc, on essaye de se faire aussi tout petit sur certains exercices pour donner l'impression qu'il n'y ait pas d'archi aussi, de temps en temps. Et c'est ramener le supplément d'âme, savoir aussi aller chiner des choses vintage. C'est donner l'impression que, voilà, dans cet exercice, d'essayer de ne pas se donner un style, entre guillemets, c'est aller chiner quelques tableaux, quelques objets et de faire croire finalement, parce qu'on est comme au théâtre dans un restaurant, ça reste un décor de théâtre, donc on voit le décor qui est autour de nous, la mise en lumière qu'il y en a. Et du coup, effectivement, on va ramener du supplément d'âme, de faire croire que le propriétaire a pu aller chiner des objets anciens et qu'on a l'impression de manger aussi chez cette personne, pas que au restaurant. Et ça, moi, je trouve ça assez important de ne pas déshumaniser ces lieux-là. Et que ça peut être chez quelqu'un qui a travaillé en collaboration avec un architecte, mais moi, je dis toujours, ces lieux-là, on les a construits avec nos clients, même les particuliers. On travaille avec eux. Alors, eux disent non, c'est vous qui avez tout fait, etc. Mais malgré tout, moi, je considère qu'il y a quand même constamment des échanges. On construit avec eux, pour eux, pas que, pour les autres gens. Mais voilà, nous, c'est sûr que le résultat, on considère qu'il est abouti. C'est pas nous dire si c'est beau ou non. Le client, évidemment, il a son mot à dire, mais quand des personnes qu'on ne connaît pas à une semaine d'une inauguration viennent et disent « Waouh, c'est extraordinaire, c'est trop beau », c'est des gens qui n'ont aucune affinité de près ou de loin, ni avec moi, ni avec le client. Là, on considère que le boulot est bien fait, parce qu'effectivement, il y a ces personnes qui ne connaissent pas, qui arrivent et qui sont sensibles, et qui prennent du plaisir dans ce lieu, finalement, c'est ça aussi. Il ne faut pas que ça prenne le pas non plus sur la nourriture, il faut comprendre aussi le concept que veut faire le client. Donc c'est là où nous on est vraiment à l'écoute, et en fait chaque projet il est unique, chaque client il est unique aussi, et du coup c'est ça qui nous permet en fait, je pense, de sortir de notre zone de confort, c'est qu'on a des clients très différents. On fait des boîtes de nuit, des nightclubs, donc ça forcément ça te transporte dans un univers qui n'a rien à voir. On fait des coffee shops, des trucs de jour, des restaurants asiatiques, des restaurants mexicains, des choses à thème, des choses beaucoup moins à thème, des restaurants très minimalistes, très japonais, des choses beaucoup plus surchargées. Donc, le fait d'avoir changé beaucoup d'environnement aussi, maintenant, ça nous aide dans cet exercice-là. Et je pense que le fait aussi d'avoir pas mal travaillé en retail, et comme je l'expliquais tout à l'heure, pour des marques différentes, nous a appris à comprendre à qui on s'adressait, comprendre où ça allait se positionner, et en même temps se laisser cette part de se dire ok, on sait exactement qui ils sont, mais comment on va pouvoir détonner dans cet environnement-là, sans tout réinventer, mais en même temps en mettant un petit coup de pied dans la fourmilière et en créant quand même de l'attente et une expérience architecturale qui est identitaire et qui pousse une identité forte. Ouais, mais c'est vraiment intéressant, justement, cette question de positionnement. Moi, j'ai entendu pas mal d'archis qui faisaient des particuliers et qui avaient envie d'aller vers du B2C, donc soit hôtel ou soit des restaurants, et qui avaient du mal parce que souvent, ils sont identifiés comme marché d'intérieur pour particuliers. Et toi, en fait, cette barrière, tu l'as jamais vraiment eue, en fait, j'ai l'impression. Moi, effectivement, alors, c'est la force des choses, de la vie aussi. Ça s'est fait un petit peu par hasard. C'est certain. Donc non, cette barrière, on l'a pas trop. Et je pense que c'est en cultivant un peu
cette différence-là, de pouvoir faire un petit peu justement... En fait, on s'est jamais fermé des choses. On a même fait des coiffeurs. Non, mais c'est vrai, on a fait des choses hyper différentes, des boutiques de parfums. Et en fait, c'est ça qui nous éclate. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très dur, d'ailleurs, à entendre pour un architecte. Donc, tu vois, ça t'est déjà arrivé, mais de dire, voilà, tu n'as jamais fait de restaurant, donc tu ne pourras pas faire un restaurant. À quel moment on est prêt, du coup? Finalement, Ouais, si c'est personne ça. te donne ta chance. Il a fait la poule, Donc, quoi. non, mais c'est vrai qu'il faut une première fois à tout. Donc, c'est jamais évident. Et en même temps, je pense qu'il faut accepter. Voilà, c'est là où sortir, moi, je pense que c'est important. Et moi, quasiment tous mes clients, enfin voilà, hein, on va pas sur des salons en mettant des chemises, des cravates, ça peut se faire, hein, et en serrant un peu des mains de manière commerciale du terme. Nous, ça se passe vraiment de manière très naturelle. Ça peut être un dîner chez des amis. Là, je déjeunais au restaurant tout à l'heure, là, il y a un quart d'heure. Et j'ai croisé une personne qui m'a dit: ah bah non, mais je suis venu là pour vous, c'est incroyable de vous croiser là. Cette personne, en fait, est porteuse d'un projet. Et elle était avec sa femme. Et c'est vraiment le hasard des choses. Alors, on dit souvent le hasard, ça se provoque aussi, sûrement. Mais je pense qu'il faut laisser une part de hasard un peu dans sa vie, professionnelle et personnelle, et que ça apporte un peu ses fruits, même si ça peut paraître un peu niais. Je pense que c'est important. Ça amène une petite magie. Voilà, nous, à notre niveau, on fait un peu confiance en la vie qui nous apporte des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, et c'est ça qui est super intéressant. Une question de patience aussi, j'ai l'impression, parce que si j'ai bien compris, du coup, pendant 10 ans, le studio, vous étiez surtout sur les grandes marques de luxe pour l'aspect plus design et scéno, du coup, c'est ça? Ouais, beaucoup de scénographie aussi. Scéno. Ouais. Et c'est au bout des 10 ans que tu as commencé à avoir les restos, les particuliers. Oui, Ok. ça s'est fait. Alors, je dirais 5 ans un peu retail, merchandising, beaucoup de marques de luxe, et après, voilà, 5, 6, 7 ans maintenant, le restaurant et le reste. Et ça s'est fait de manière, non, mais totalement inattendue. Pour la petite anecdote, je me souviens avoir dit cette année-là, bon, les restaurants, on avait fait 2 ou 3, je crois que c'était notre deuxième restaurant. Bon, c'est chronophage, c'est vraiment compliqué, ça prend trop de temps, le particulier aussi. On va rester sur le merchandising et le retail, etc. Et on a, par la force des choses, on a eu moins de merchandising retail, moins de luxe, et plus de restaurants et des super rencontres, encore une fois, qui se sont faites. Et donc, la transition s'est faite hyper naturellement. Sinon, ça aurait été problématique parce qu'on aurait eu plus de boulot. Donc non, ça s'est fait super naturellement. Et puis, non, on a eu vraiment des belles rencontres. Je pense que c'est ça, des belles opportunités, des belles rencontres, des gens qui nous font confiance. Ça, c'est vraiment super. Et après, nous, on est vraiment investis. Comme on est vraiment passionné par notre travail, on lâche rien. En fait, on veut que tout le monde soit content tout le temps. Même quand notre mission est terminée, moi, ça m'arrête d'entendre retourner 6 mois après, 1 an après, et dire: ah non, mais en fait, il faut changer ça, et de me battre un peu corps et âme pour faire des tout petits changements qui vont optimiser le truc, parce que l'idée, elle me vient finalement un peu hors mission, pour amener un twist qui va vraiment finaliser la chose ou qui va révéler un petit peu le travail du reste. Donc, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une bonne idée, mais non, on est vraiment passionnés, et je pense que nos clients le ressentent. On a pas mal de nos clients aussi qui font appel à nous de manière plus ou moins récurrente. Donc ça, c'est sympa. C'est aussi une bonne marque de confiance qu'on apprécie. Et on a aussi des nouveaux clients, et ça, c'est très cool aussi. Et d'ailleurs, ces clients qui nous font bosser régulièrement, on essaye de eux-mêmes les pousser dans leur retranchement, parce qu'ils nous disent: oui, le resto d'avant, il était super, tout le monde est content, faisons la même chose. Et comme nous, ça ne nous intéresse pas trop, on dit non, on ne va pas se donner cette facilité-là. Je dis toujours, pour les clients à qui on a fait 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 restaurants, si je fais bien mon boulot sur le prochain, il faut que tu me dises que celui d'avant que tu adores et que tout le monde adore, il soit moins beau que le prochain. C'est vrai. Il faut faire mieux à chaque fois. C'est le but d'essayer, du moins. Alors après, c'est pas à moi de le dire, mais si le client dit: écoute, il est encore mieux celui-là que celui d'avant, c'est qu'on aura réussi notre coup. Donc on se remet un peu tout seul, un peu des bâtons dans les roues et du pain sur la planche pour essayer de réactualiser, de pousser les curseurs un peu plus loin sur ces identités-là et sur l'architecture d'intérieur. Et justement, au niveau de l'approche, du coup, B2B et B2C, donc client particulier et plus professionnel,
c'est quoi la différence Naïvement, je me dis, des clients professionnels, il y a une direction artistique qui est forte, qu'il faut quand même suivre, ou non, vous êtes assez libre à ce niveau-là, une identité de marque ou des choses comme ça? Alors, souvent, quand même, un client, quand il vient nous voir pour un restaurant, je vais répondre un peu en deux parties sur le projet, il a quand même une idée de savoir s'il veut Ouais. faire voilà, de la street food ou un restaurant mexicain ou un restaurant français. Voilà, donc il a une idée du concept. Donc, ça permet de cadrer un petit peu les choses, du moins du positionnement. Et de là, nous, on aime bien écouter. Bien respecter ce qu'on nous demande aussi, ça c'est quand même très important, que le client en fait se retrouve aussi dans ce qu'il nous demande. C'est important parce que si on fait que lui proposer autre chose, il va se noyer aussi dans trop de nouvelles idées. Donc ça c'est super important d'écouter, de bien comprendre, parce que souvent quand même un client, il a bien réfléchi, que ce soit avant d'acheter un appartement ou avant de se lancer dans un projet de restauration, c'est mûrement réfléchi. Donc c'est bien comprendre où il veut aller, pourquoi il veut aller, où est-ce que ce restaurant il est situé, à qui ce client-là veut s'adresser au travers de ce concept. Et de là, c'est se dire, voilà ce qu'il attend de nous et comment on va pouvoir. Donc là, on va identifier un peu une cartographie de ce qu'il va pouvoir attendre. Et après, on se dit, c'est très bien, la cartographie, elle est là. Et en même temps, comment on va pouvoir le surprendre dans cette cartographie où on a bien compris. Donc, c'est créer de la surprise, de la nouveauté, de l'inattendu. Et c'est, voilà, comment on va arriver dans cette recette-là à amener un twist. Pour les clients particuliers, il y a quand même toujours un brief, évidemment. Et en même temps, on me le dit souvent au bureau, mais moi je suis le pro pour dire oui, 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 bien écouter le brief et en même temps sortir un peu du brief. C'est ce que je disais toujours, créer de la surprise, c'est savoir sortir intelligemment du brief, parce qu'on y est bien resté aussi sagement, qu'on a bien écouté les choses. Donc on est bien dans le brief, mais il faut aussi savoir en sortir de manière artistique et de manière un peu théâtrale, je pense, du brief, pour amener ce petit truc qui dirait, ok, ça on n'y avait pas pensé du tout, c'est super intéressant. Ouais. C'est pas que de l'attendu ou du dire, ok, c'est exactement ce que je pensais, c'est top, c'est génial, ça c'est très bien, c'est déjà vachement bien. Et en même temps, c'est d'aller un tout petit peu plus loin, pas trop, parce que sinon on peut choquer, dénoter, se perdre un petit peu le client, mais d'amener effectivement de la surprise. Et les particuliers, tu sens qu'ils sont réceptifs ou non, ils sont vraiment cantonnés à leur idée de base? Les particuliers, un peu comme les clients restaurateurs, je pense qu'à un moment, quand tu choisis un architecte, quand même, tu en rencontres plusieurs, je pense, même sûr, il y a une marque de confiance. Donc, il y a un moment, ils veulent aussi faire confiance. C'est se dire, je fais appel à cette personne-là pour décorer, pour imaginer mon appartement. Donc, c'est quand même mûrement réfléchi. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Généralement, on ne change pas d'architecte au milieu d'un chantier. Donc, il y a toujours cet échange-là. Donc, oui, j'ai envie de dire, ils sont toujours réceptifs. Ils veulent toujours rechallenger. Et c'est assez naturel, j'ai envie de dire. C'est la boucle créative. Alors, ça arrive sur du pro aussi. Je suis pas sûr de cette idée-là, propose-moi autre chose. On propose autre chose. Ah, non, c'est bien aussi, non, ça me plaît bien. Propose-moi autre chose. Ce qui arrive dans 90% des cas, mais que ce soit sur un logo, le choix d'une table sur un resto, un sol ou un revêtement de peinture sur un mur, c'est humain. C'est pas un client plus qu'un autre, mais même nous, c'est de douter. Douter, c'est créer. De douter, de se dire je ne suis pas sûr, c'est une manière de créer. C'est se poser la question de est-ce que c'est ça la bonne décision. Donc on doute, donc on teste d'autres choses. 90% des cas, on boucle et on se dit j'ai bientôt regardé les 5 propositions, je suis sûr et certain que c'était la première. Quasiment 90% des cas, on revient au premier. Mais l'humain a besoin, pour se conforter très souvent sur un choix, de voir un mur en bleu et en vert pour être sûr qu'il soit jaune, finalement. Ça arrive souvent, c'est se rassurer, parce que les gens doutent beaucoup. Voilà. Et à quel moment tu dis stop, du coup si le client il dit ah ouais, mais j'aime bien, mais je veux voir autre Nous, chose, on a un nombre d'allers-retours qui est limité, je le dis, parce que contractuellement, ils sont limités. On les a jamais appliqués. Moi, je dis toujours, sur la phase de création, on s'arrête quand le client il est content. Donc, à nous d'être très fort très vite. Comme ça, il est content très vite et nous, ça nous arrange. Parce qu'on ne travaille pas au pourcentage des honoraires. Donc, ok. un projet qui est plus long, un projet qui est plus cher, ça ne nous arrange pas du tout. Puis un client aussi, ça ne l'arrange pas du tout, ça tombe bien. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours tendance à dire on est dans le même bateau que les clients. Nous, ce qu'on veut, c'est, je dis pas vite, mais efficacement quand même, et correctement arriver à avoir la bonne recette. Donc, à nous de convaincre, finalement. Si on veut que nos idées, elles passent, c'est à nous de bien
de les mettre en lumière, de bien les présenter et à convaincre, à expliquer aux clients de la bonne manière. Donc, comment on dit stop il faut pas avoir à dire stop parce que, je sais pas, moi, je me sentirais mal à l'aise de dire stop parce qu'un client, s'il nous le demande, s'il doute, c'est que j'ai pas su le convaincre. Donc, il y a tout ça qui se met sous ce prisme-là. Donc, c'est à nous de convaincre. Ouais, parce que c'est pas toujours évident, parce qu'il y a quand même de façon aussi très pragmatique une question de rentabilité. Et tu te dis, ces clients, au bout de 10 fois, ils te disent ça lui plaît toujours pas, etc. Tu te dis, bon, à quel moment je borne, etc. Ça arrive quasiment jamais. Il y a même, Ouais. non, alors moi, ce que j'adore, il y a certains projets, je dirais un quart, un tiers de nos projets. Ça, j'adore quand on fait ça. C'est ce que on appelle les one-shot au studio. Si on envoie un dossier, le client nous dit, OK, c'est top ce que j'ai trouvé. Ah ouais. 0 aller-retour. Et ça, c'est top. Et moi, quand j'en parle de temps en temps à des copains archi ou pas, ils me disent, mais comment c'est possible? Il y a toujours des petits trucs. Mais c'est l'effet wow, c'est de dire, non, mais écoute, non, je l'ai montré à droite, à gauche, autour de moi, c'est top. Et ça, effectivement, on a la sensation d'avoir visé juste. Bon, alors, je te rassure, hein, voilà, donc c'est pas 100% des projets, hein, mais c'est intéressant. En tout cas, on essaye toujours de se dire, ça serait top si on arrive à faire un one-shot sur celui-là, où effectivement, du premier coup, le client se sent très à l'aise dès le début. Donc, dès la première présentation, il faut que ça soit un peu du très haut niveau. Nous, on dit toujours la présentation, c'est la plus importante parce que c'est là où le client a beaucoup d'attentes. Il n'a rien vu, il est hyper excité de savoir ce qu'on va lui proposer. Donc, c'est là où tout est encore possible. Et c'est là où il faut être astucieux. Mais on aime bien aussi, c'est là où je dis, c'est travailler avec le client. Un client, si on lui demande t'aimes ou t'aimes pas, il va toujours avoir quelque chose à dire. C'est humain. N'importe qui. Même moi, je me dis t'aimes ou t'aimes pas, tu dis ouais, j'aime bien, mais par contre, j'aurais peut-être pas fait ci, ça, comme ça. Par contre, si on lui pose la question, voilà, j'ai fait une version 1 et j'ai fait une version 2, laquelle tu préfères? La question, elle est complètement différente. Ah oui. Parce qu'on lui demande de faire un choix entre deux versions qui tiennent la route. Et finalement, dans la tête, il se passe quelque chose de beaucoup plus naturel, où il a vu qu'il y a eu un travail de plusieurs pistes, c'est cohérent, c'est réfléchi, c'est expliqué, et plutôt que de savoir à dire s'il aime ou il n'aime pas, il aime se dire, OK, est-ce que je préfère ça ou est-ce que je préfère ça? La question est différente. Et du coup, ça permet effectivement d'amener sur des prises de décision plus efficaces et de pas trop s'éparpiller. Et c'est là où on fait aussi très attention aussi à ça. C'est comme ce que je disais, c'est dans les recettes. De temps en temps, voilà, on peut faire plaisir à 5 ou 6 associés différents d'un hôtel ou d'un restaurant, mais il y en a un qui va aimer le rouge, un qui va aimer le bleu, un aimer le jaune, par exemple, hein. Et un qui va aimer les papiers peints. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que je dois mettre les 4 couleurs plus le papier peint. On va faire une recette qui, pour le commandé mortel, va pas être digeste du tout, va pas être esthétique, donc ça va pas marcher. Et donc c'est là où on est là aussi à dire, il faut qu'il y ait un seul ou deux décisionnaires, des gens qui sont aussi en phase avec nos lignes directrices, c'est important, même si on les impose pas. À un moment, c'est la finalité du projet qui compte. Et donc, on est là pour l'expliquer quand même de manière très pragmatique. Enfin, voilà, on n'est pas là pour embêter les clients, pour leur proposer des choses folles pour se rater. Justement, c'est pour que ça aille dans le bon sens. Et à contrario, de temps en temps, il y a des idées excellentes où les clients nous poussent aussi dans des retranchements. Et on se dit, heureusement qu'on nous a poussé dans ce retranchement-là parce que ça a amené quelque chose. Ça arrive de temps en temps et c'est super intéressant. Voilà. Et où nous-mêmes aussi, en pensant à une V2, on se dit, mais attends, elle est beaucoup mieux que la V1, finalement. Et donc, on s'auto-challenge et on arrive à finalement upgrader en remettant en question un petit peu le projet qu'on avait proposé. Donc, encore une fois, faut douter de manière intelligente, je dirais, et de manière constructive, pas de manière destructive. Douter et dire j'aime pas, ça n'apporte rien. J'aime pas. C'est savoir pourquoi, qu'est-ce qui va pas, est-ce que c'est la lumière, est-ce que c'est tel ou tel matériau, il faut comprendre. D'ailleurs, moi, souvent, même en amont, un client, alors on leur demande des moodboards, de sélectionner des images qu'on aime. Tout le monde sait le faire, hein, sur Pinterest ou d'autres choses. Mais moi, j'ai toujours tendance à dire, autant un doux est très important, donc ça, j'aime beaucoup, mais un don't, ça, je n'aime pas, c'est super important. Ça permet de se mettre aussi dans la tête d'un client et de se dire, OK, il faut faire attention parce que ça, il n'aime pas aussi. Le travail préliminaire est super important. On ne commence pas dès une première présentation, après un rendez-vous, à faire des 3D. On ne connaît pas le client. Donc déjà, on fait un travail comment dire, c'est ce qu'on appelle des réunions de travail, où on se met à comprendre qui est cette personne, pourquoi elle veut monter tel projet, pourquoi elle a acheté tel appart, qu'est-ce qu'elle va y faire, est-ce qu'elle va vivre en famille, est-ce que c'est un pied-à-terre, est-ce que c'est un appartement pour faire des shootings, j'en sais rien. Voilà, c'est comprendre tout ça,
déjà ce qu'elle veut faire, et après, c'est les goûts, les couleurs. C'est lui dire, voilà, est-ce que tu es sensible à cette image-là ou à cet intérieur-là? Est-ce que tu es sensible à cet intérieur-là? Qu'est-ce que tu en penses? Nous, ça nous permet de cartographier un petit peu le profil du client. On le comprend un peu comme une marque, hein, finalement. Et après, on va essayer de rester dans ce qu'il nous a demandé. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, sortir un petit peu de la zone de confort pour amener voilà, de la surprise et de la créativité là-dessus. Et ça t'est arrivé d'avoir des clients qui n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, enfin la même longueur d'onde que le studio, d'un point de vue créa, etc. Ou non genre, ils viennent, ils connaissent ton travail quand même. Oui, bah, les gens, voilà, de toute façon, c'est un peu ça, parce qu'ils regardent quand même le book, plus ou moins, ou les réalisations passées. Donc, il y a quand même une sensibilité à ce qu'on sait faire. Donc, non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Ouais. Ouais. Et du coup, Et ça, j'y tiens à cœur. Hein, ouais. Parce qu'en fait, je considère presque qu'on fasse un métier de service créatif, mais c'est du service créatif. Moi, je veux que tous les clients ils soient contents, qu'ils soient bien chez eux, qu'ils puissent dire à leurs amis je suis bien chez moi, que si tu vas chez eux, tu puisses dire waouh, le salon il est trop beau, que tu passes un bon moment. Et pareil au restaurant, enfin, c'est important, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Oui, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'il y a des books, Insta, les sites. Ouais. Donc les gens, globalement, quand ils viennent à toi, ils savent très bien. Oui, ils savent en tout plus cas, ou moins à quoi regardent. s'attendre quand même. Oui, c'est ça. Voilà, quoi, c'est ça. Oui. Et du coup, tu disais donc, que toi, tu viens du monde du design. Donc, comment tu t'es retrouvé dans l'archi d'intérieur Alors ça s'est fait parce que alors déjà quand même on faisait du retail, mais moi je viens vraiment à la base ma passion c'est vraiment le mobilier pur et dur, donc ça me permet de me venger entre guillemets, parce qu'on se met à dessiner quand même beaucoup de pièces pour soit des projets de particuliers, soit des projets de restaurants, des projets d'hôtels, donc on fait beaucoup de mobilier sur mesure indirectement. Donc ça c'est très sympa. Et oui, à la base moi j'ai plus une formation de design industriel, designer d'espace un petit peu. Et je pense que c'est peut-être cette vision-là, cette formation-là, qui nous permet d'avoir ce rebond, un peu cet intérêt multiple. Parce que, ouais, on est intéressé un peu partout, par des choses très différentes. Mais moi, je suis un passionné de photos aussi. Enfin, voilà, moi, très jeune, sorti d'école, je faisais des photos, je vendais des photos dans des galeries, donc c'était un peu mon métier. Et je peignais des tableaux, donc j'adore la peinture, j'adore la photographie. J'ai une grande passion pour la photographie d'architecture aussi. C'est une passion, c'est pas mon métier. Mais oui, ça me passionne. Et donc je trouve ça super intéressant. Et l'archi d'intérieur, on y est arrivé. Sincèrement, j'ai vraiment envie de dire, par hasard, ça a été une cliente qui nous a fait confiance, un peu comme le premier restaurant. Voilà, ça s'est fait vraiment par hasard. Et je pense qu'on peut commencer beaucoup de choses par hasard. Et en même temps, si on est quand même un petit peu toujours là, c'est peut-être pas par hasard. Ouais. Voilà, j'imagine. Mais on essaie de pas trop se poser de questions, en fait. Ouais. C'est un peu chaque projet, les uns après les autres. Et en même temps, on s'en pose beaucoup sur chaque projet. Voilà. Et justement, c'est ce que j'allais te demander. Pourquoi avoir lancé ton studio, du coup Qu'est-ce qui t'a motivé pour la petite histoire, alors moi, j'ai lancé le studio avec ma compagne, ma femme, qui me supporte. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le studio de Morgane, qui s'appelle Morgane. Il y a plus de 15 ans. C'était à la sortie d'école, donc on n'a jamais travaillé en agence. C'est pas fini. Alors, on a commencé comme ça pendant, je crois, 3-4 ans. On avait quelques clients, c'était super cool. Très jeune, super sympa. Et en même temps, voilà, super sympa, mais on manquait considérablement d'expérience. Parce qu'à un moment, voilà, on a beau faire des études, c'est une chose, mais d'apprendre aussi en agence avec des personnes plus expérimentées, de la méthodologie, notre travail, en fait, c'est super important. On avait eu une petite baisse de régime à 3-4 ans, on a cherché du boulot, on en a trouvé tout de suite. Et moi, j'ai trouvé dans une entreprise de retail et de merchandising qui fait beaucoup de luxe. Donc, c'était super intéressant. Donc là, j'avais travaillé pour beaucoup de marques de luxe. Et là, j'ai appris à faire de l'archi d'intérieur, à faire plein de trucs différents. Je bossais pour des marques de champagne, des marques de voitures, de la food, de tout. Vraiment de tout, surtout. Donc, tu apprends à être très agile et à comprendre. Alors que j'avais appris pendant les stages, un peu chez Jean Nouvel, chez Denon, chez Oraito, à apprendre plus le design sur une signature, à avoir un style.
un vrai style, affirmé, confirmé, reconnaissable. Donc, ça m'a appris à désapprendre ce que j'avais appris, parce que c'est l'art de savoir s'adapter, et en même temps, j'ai appris des vrais codes de savoir s'affirmer. Donc, je dirais que l'agence a été très formatrice, parce qu'on nous apprend l'agilité, et de travailler chez des grands noms, ça t'apprend voilà, l'identité. À signer plus les projets, à avoir une identité plus affirmée. Et en même temps, quand c'est trop affirmé, moi, je trouve ça clivant aussi parce que c'est trop reconnaissable et trop signé. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais voulu, et je le souhaite toujours pas trop, même si là, on se met à faire un petit peu de communication, j'ai toujours voulu désacraliser un petit peu l'architecte. Parce qu'en fait, finalement, on est une entreprise, on travaille à plusieurs sur des projets, donc c'est pas moi. Même si c'est moi qui ai fondé le studio, voilà, c'est un travail à plusieurs, qui est rondement mené par beaucoup de personnes, qui est fabriqué par des ouvriers. Moi, j'ai un profond respect aussi pour les gens du bâtiment. Nous, on dessine des choses sur du papier, eux construisent. Tout le travail manuel voilà, qu'il y a derrière tout ça, il est hyper important. Nous, on travaille avec des artisans qu'on connaît, qui savent faire des choses extraordinaires. Donc ça nous passionne aussi beaucoup d'avoir des petites mains qui savent faire des fresques extraordinaires à la main, des choses, voilà, c'est pas juste poser du carrelage ou peindre des murs en peinture, même si c'est très honorable, mais voilà, c'est faire des choses un petit peu artisanales, particulières. Et donc, oui, je pense que ça, effectivement, ça nous a aidé effectivement à acquérir des compétences professionnelles, le fait d'avoir un monde en entreprise pendant 3-4 ans. Et moi, j'ai très vite repris après le studio tout seul, du coup, sans ma compagne, qui est restée travailler pour des marques de luxe. D'accord, Voilà. ok. Et aujourd'hui, elle travaille avec toi ou non, elle Non, elle travaille toujours pour des marques de luxe. D'accord, ok. Donc voilà, elle a continué dans ce sens-là. Okay. Et c'est très sain d'ailleurs. Après, je lui montre toujours les projets qu'on est en train de faire, elle me donne son avis. Donc non, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce côté signature, c'est pas toujours évident, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on associe beaucoup d'agences à l'architecte d'intérieur. Et justement, comment tu arrives à gérer ça? En plus, aujourd'hui, vous paraissez dans des magazines très connus, IDEA, AD, Elle Déco. Et souvent, on pense, quand on est dans ces magazines, justement, il y a une signature, une identité, on nous reconnaît. Ça met pas une pression de soit suivre ça, ou à l'inverse, toujours innover Alors, je n'ai pas la sensation que ça la met. Et alors, moi, j'étais contre. On m'a dit, par exemple, quand on fait shooter par un photographe, maintenant, un de nos restos ou un des lieux qu'on a fini, voilà, il faut se faire prendre en photo dans le projet parce que c'est mieux pour la communication, etc. Je n'étais pas forcément vraiment pour. Et en même temps, à la question de est-ce qu'on... En fait, jusqu'à il y a à peine 1 an et demi, on n'a jamais fait de com. Hein. Il y a beaucoup de projets qu'on ne prenait même pas en photo. Donc, très dommage. Hein. On travaillait par passion. Pour passion de l'architecture, ça s'effaçait. Pas de notre tête, parce qu'on pouvait retourner dans les lieux, mais il y a beaucoup de projets qu'on n'a jamais shootés. Et on aimait bien se dire, vivons bien, vivons cachés. Quoi. Donc, on était planqués. Quoi. C'est le contraire de l'ego trip, parce que voilà, moi, quand on m'a dit ça, c'est pour ça d'ailleurs... souvent, on appelle le studio Morgan, on dit oui, c'est Louis Morgan. Donc moi, ça va très bien qu'on limite on connaisse pas mon prénom ou mon nom. Voilà, donc c'est moi d'estomper un petit peu l'image et de personnifier l'agence. C'était pas forcément mon parti pris. Par contre, ce que je trouve intéressant de faire de la communication, c'est mettre en lumière les projets qu'on a fait, que le travail du studio. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça amène une certaine lumière, une certaine visibilité sur ces projets. Donc sur notre travail collectif qu'on fait au bureau et que cette mise en lumière-là puisse nous apporter des projets différents. Voilà. Et ça, je trouve ça assez pertinent. Finalement, on le fait pas pour faire honneur à notre ego, mais pour faire honneur à nos projets. Finalement, c'est presque pour nos clients et pour nos projets qu'on fait ça. Pour les mettre en lumière, eux, au travers de notre travail qu'on a fait pour ces projets. Voilà. Et comment ils ont été te trouver, du coup? Est-ce que tu disais vous communiquiez pas trop dessus? Comment tu as fait pour paraître dans ces magazines? Ah, dans ces magazines, c'est vraiment... Alors si, quand même, on te trouve quand même de plus en plus quand tu fais pas mal de lieux publics. Ouais, et c'est vrai que ce qui se passe aussi... toute la food a été quand même beaucoup bousculée toutes ces dernières années. Et maintenant, il y a une médiatisation des restaurants qui est super importante. Voilà, une ouverture de restaurant, maintenant, c'est médiatisé. Il y a 10 ans...
voilà, un nouveau restaurant, il n'était pas obligé de faire de la presse ou de la com pour ouvrir. Hein. Non, mais c'est vrai, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais, donc maintenant, il y a tout ça. Et donc, autant qu'on se pose la question, c'est toujours la poser la question de qui est le chef. Donc maintenant, c'est qui est le chef, qu'est-ce qu'on va trouver à manger, qui est l'architecte d'intérieur, pourquoi cette déco-là. Donc c'est des questions oui, qui se posaient moins avant. Donc je pense que c'est rentré dans des mœurs, je dirais, d'une agilité médiatique de son temps, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il faut que les lieux soient un petit peu instagrammables, etc. Je dis instagrammables et en même temps, voilà, on fait des lieux aussi très calmes où justement, nous, on prône le fait de rester très zen et de se sentir comme à la maison. Il faut que ça ne le soit pas trop. Mais voilà, il faut tout un petit peu, je dirais, pour tous les concepts, je dirais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les agences, l'impression que ça donne, c'est qu'elles se tournent vers des marques très personnelles. Donc, tout ce qui est personal branding, ça vient beaucoup des États-Unis. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire ou non, finalement, pas tant que ça? Vous avez marché sans ça? Qu'est-ce que tu appelles personal branding? Personal branding, c'est en fait, aujourd'hui, on suit les marques pour la personne et plus tant pour le service ou le produit qui est vendu. Tu vois, par exemple, notamment les archis d'intérieur, parfois, il y a des clients, ils vont dans ce studio parce que ça va être Laura Gonzalez, ça va être Louis, ça va être Charles Hanna, etc. Et du coup, il y a ce côté marque personnelle qui a pris beaucoup d'ampleur au niveau des agences. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je pense que c'est bien à partir du moment où ça reste sain. C'est-à-dire qu'effectivement, se dire... moi, un client, comme je l'ai croisé tout à l'heure, qui dit j'ai entendu parler de toi par un client qui est devenu un copain. Bah ouais, il a entendu parler de moi parce que c'est un client avec qui... Enfin voilà, j'ai déjà pris des apéros avec lui un petit peu hors contexte du travail, hyper sympa. J'ai déjà travaillé avec lui vraiment purement dans un cadre professionnel. Et là, j'ai une personne qui me dit Louis, super sympa, je lui présente les propriétaires du restaurant, ça se passe très bien. Moi, je crois en cet aspect-là de l'humain. Donc oui, pourquoi pas, que ça soit humanisé et que les gens y aillent aussi pour l'humain, je pense que c'est bien. Que pour l'humain, je ne sais pas, mais trouver un équilibre entre qui porte la méthodologie et le travail d'un studio et le travail d'un studio, d'un bureau, c'est très bien à partir du moment où ça reste équilibré. Je pense, parce qu'il y aller que pour une personne, moi je trouve que c'est un peu risqué. Après, si la personne est extraordinaire et le travail s'y retrouve, très bien. Mais pourquoi pas? Après, moi je sais que dans dans le côté médiatisation, réseau, tout ça, on essaye aussi. Alors c'est un média qui est extraordinaire, les Instagram, etc. Et en même temps, je dis ça parce que l'année dernière, il s'est passé au moins 6 ou 8 mois où moi, j'ai eu un bug informatique, on n'avait plus accès à Pinterest. Okay. Plus du tout. C'est un peu problématique dans notre métier. Et moi, personnellement, sur tous mes ordi perso. Okay. Et on n'a jamais acheté autant de livres qu'à ce moment-là. Vraiment jamais acheté autant de livres. Et je forçais les filles à dire non, mais je l'ai ouvert. Je disais, mais je vois pas de post-it. Moi, je veux qu'on mette des petits post-it, donc ça paraît un peu vieux de dire ça. Alors, je suis pas si vieux, mais c'est ouvrir des pages, mettre des post-it, savoir pourquoi on a regardé cette image-là, qu'est-ce qu'elle t'inspire. De dire, d'avoir une image Pinterest et de dire c'est beau, ça n'apporte rien. C'est beau, pourquoi? C'est réfléchir à se dire qu'est-ce qui m'intéresse dans cette image? Qu'est-ce que je trouve pertinent? Décortiquer une image. Un mood board, ça veut tout et rien dire. Il faut savoir décortiquer et s'en servir, sans se donner de l'outil. Donc ça, c'est très important. Donc moi, je suis un peu de l'ancienne école pour ça. Vous inquiétez pas, on a des ordinateurs, on fait de la 3D, tout ça. Même de l'intelligence artificielle... voilà, de temps en temps. Mais ouais, on dessine tous les projets. On a des feutres, on dessine sur du papier, avec des feutres noirs sur du papier, des petits crayons. On ouvre des livres. Et c'est super important de travailler comme ça. Et on se raconte ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. On va voir des expositions, des choses différentes, des choses qui nous intéressent, des décors de musées, des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Et tout ça participe à une émulsion. Et on se remet en question tout le temps, on doute. Mais franchement, c'est bien, cette histoire de livre. Psychologiquement, c'est dur de temps en temps parce que douter tout le temps, c'est pas facile. Moi, ça m'arrive plein de fois dans la nuit où je me lève, j'ai peur de perdre une idée et j'écris des trucs la nuit ou un petit bout de dessin.
Et le lendemain matin, on retrouve des petits bouts de trucs comme ça. Mais parce qu'on a peur de les perdre ou de se réveiller et de l'avoir oublié. Donc, ouais, ça fait partie un peu de la beauté du métier. Et en même temps, l'envers du décor du métier d'architecte, bah, c'est aussi de gérer... voilà, c'est de pas faire n'importe quoi. Hein. C'est pas juste trouver des idées et choisir des couleurs sur les murs. C'est gérer un planning, gérer aussi des chantiers, gérer des problématiques budgétaires. On n'en parle pas assez, mais c'est ça aussi, hein, l'envers du décor. Y a tout ça. Et donc, ça m'est déjà arrivé que des clients viennent nous voir et nous disent « Moi, je voudrais un architecte pour qu'il n'y ait pas de problème sur mon chantier. » Alors, malheureusement, je leur dis « Ça, je suis désolé. S'il y a une personne qui vous dit ça, c'est pas possible. Il y aura plein de problèmes sur votre chantier, peu importe avec qui vous travaillerez. Et il faut le prendre avec le sourire. Mais voilà, chaque problème a sa solution. Un arbitrage et tout va bien dans le meilleur des mondes si on avance comme ça. Mais... Enfin, voilà, chaque projet est quand même un prototype. On ne se rend pas compte. On ne fabrique pas des choses en série comme des t-shirts dans la grande distribution ou des iPhones. Chaque projet est un prototype. Ce qu'on fait, c'est quand même un peu unique à chaque fois quand même. Donc, y a des problématiques, il y a des choses qui ne marchent pas. On est obligé d'arbitrer des choses pendant le chantier. Donc l'envers du décor, c'est ça aussi. On ne se contente pas juste de passer un coup de peinture et de mettre quelques spots, même si ça peut être très bien de temps en temps de faire du soft design. Voilà. Et on essaye aussi de faire ça de manière raisonnée, c'est-à-dire que quand on arrive aussi dans des lieux particuliers ou pros, c'est ne pas forcément se mettre une page blanche en se disant « Bon, là, déjà, quoi qu'il arrive, on casse tout, quoi qu'il arrive ». Il y a aussi très souvent des choses qu'on veut garder, un vieux sol, un mur, une fresque, comprendre ce qui était là avant. S'il y a des choses intéressantes qui peuvent nous chambouler notre propre projet en se disant « Mais il y a ça qu'on garde, c'est trop bien, je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais c'est trop bien, intéressant, why not ?» Ouais. Et par rapport au budget, du coup, entre pro et particulier, parce que je me dis particulier, c'est plus de l'émotionnel. En plus, c'est des projets d'une vie en général, donc l'approche est complètement différente. Là où une entreprise, il y a une question de rentabilité, retour sur investissement, si le chantier dure trop longtemps, du coup, comme on dit, les robinets restent ouverts. Enfin, comment vous gérez ces deux approches qui sont complètement différentes finalement c'est un peu ce que tu dis. Alors, le particulier, c'est pour ça que ça peut durer plus longtemps, il peut douter beaucoup plus longtemps, parce qu'il peut se permettre de douter plus longtemps. Et en même temps, généralement, il faut qu'il emménage un jour, heureusement. Généralement. Le professionnel, il est tenu par un peu le chronomètre, on va dire, qui tourne. Et effectivement, il se positionne plus vite, parce qu'il faut aller un petit peu plus vite. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, il se désengage un petit peu sur la partie créative, légèrement, d'un projet, parce que c'est vrai que c'est des lieux qui sont ouverts au public. Vous savez qu'il ne va pas y avoir tout Paris qui va venir dîner chez toi tous les soirs. Peut-être. mais donc, c'est différent. Alors qu'un particulier, effectivement, il a plus le temps de douter, de montrer à sa cousine, à sa grand-mère, mais à la pensée, etc. Et donc, encore une fois, là, c'est plus à nous. C'est toujours pareil, hein, c'est douter, on peut douter, mais que ça soit sur du pro ou du particulier, on peut ne jamais être sûr très longtemps. Mais moi, j'avais vu il y a très longtemps un super film où on voyait... J'aime beaucoup le travail de Picasso. Picasso, les toiles de Picasso se mettent en œuvre. C'est filmé par Clouseau, derrière la caméra. Et on voit tout ce qu'il y a derrière une toile d'un peintre, en l'occurrence Picasso, pas personne. À quel moment un peintre, il dit stop? Quand est-ce que c'est fini? Pourquoi il ne rajoute pas un trait de noir? Pourquoi il ne vient pas corriger ça? Et c'était hallucinant, parce qu'on voyait que de temps en temps, il y avait une poule qui se dessinait. De temps en temps, il peignait la moitié du tableau en noir. Personne n'aurait su qu'il y avait une poule d'ailleurs. Personne ne le sait d'ailleurs, finalement, à part si on a vu toutes les couches successives. Et il repeint tout un paysage avec des montagnes, des fleuves par-dessus. Et on se rend compte qu'il y a tout un tas d'idées derrière une idée et qu'à un moment, il faut dire stop. Donc, à quel moment on dit stop? Et on peut toujours se dire, je rajoute du vert, je rajoute du bleu, je peins tout mon tableau en noir, je recommence. On peut éternellement douter. Mais à un moment, il faut trancher, il faut arbitrer, il faut avancer. Et il faut poser les choses, parce que sinon, ça marche pas. On sort pas de recette non plus. Donc, je pense que douter, c'est sain. Et en même temps, ça a ses limites. Parce qu'après, ça peut venir polluer effectivement la méthodologie. Okay. Donc, on essaye d'instaurer, d'être convaincant. C'est un peu ça, quoi. D'avoir le bon discours pour expliquer pourquoi, finalement, tout simplement. Et comment tu es convaincant? Comment on est convaincant? C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est de poser une question à une personne, de dire juste de dire mon projet, alors tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, j'ai jamais fait ça parce que c'est pas évident.
Mais de dire, voilà, on va expliquer toute une histoire, on a imaginé tout ce scénario de vie, d'usage, du coup, ces matériaux-là qui en découlent, cette lumière, des usages différents. Mais on a aussi imaginé tout un autre scénario d'usage, de lumière, qui peut être aussi très intéressant parce que les avantages, c'est ça, alors que les autres, c'est l'avantage. Déjà, c'est expliquer pourquoi. Expliquer pourquoi telle et telle idée. Donc déjà, quand tu expliques bien les choses, on explique, c'est notre réflexion, mais souvent, on a du mal à l'écrire. Donc moi, je demande très souvent, même au bureau, quand on choisit une image, un mood board, c'est de mettre une image et un mot qui est associé. Les mots sont super importants. Donc comment on convainc les gens avec des mots? Voilà, pas que avec des images, parce que l'image est instantanée, l'image fige les choses. C'est une photo, donc effectivement, en 1 seconde et demie, le cerveau humain est fait comme ça, on peut dire j'aime, j'aime pas. Donc on aime bien aussi, en amont de 3D très figé, aussi faire des dessins. Les dessins, ça laisse beaucoup plus une part d'imaginaire, d'imagination aux gens, c'est comme ça. Ça rappelle l'enfance, la maternelle. Voilà. Ça permet de pas trop figer les choses. Sur un dessin, on peut faire que du noir et blanc, pas mettre trop de matière. Donc ça laisse la part d'une réinterprétation aussi d'autres choses. Donc c'est ça aussi. Et le fait de pas figer les choses, de proposer aussi différentes versions d'un même projet, ça nous permet effectivement d'avoir toujours une ouverture d'esprit, de s'auto-challenger et de ne pas, surtout pas, parce qu'effectivement c'est là où on peut tomber dans le j'aime, j'aime pas, bête et méchant, enfermer notre propre projet, notre propre proposition. Faut pas qu'on l'enferme. Donc il faut toujours qu'elle soit ouverte. Soit sur une autre vision qu'on a eue, soit sur autre chose, soit de se dire là pour l'instant on en est là, c'est un beau croquis, c'est matiéré, ça reste encore conceptuel parce qu'il y a encore des choses à développer. Mais voilà, faut pas enfermer le sujet. Et en même temps, il faut que la finalité de la recette, elle ne soit pas molle et soit très efficace. Ça, c'est super important et impactant. Ouais. Parce que les gens... Par contre, les gens, quand ils vivent un lieu, effectivement, hein, on se pose pas trop la question, mais moi, le premier, effectivement, on arrive, on passe la porte d'un hôtel ou d'une chambre d'hôtel chez quelqu'un, un restaurant, c'est terrible à dire, mais je pense qu'en 4-5 secondes, on est capable de se dire si on est sensible ou non à cet intérieur. Ça va très vite. Ouais. On n'a pas besoin de se dire, attends, il faut que je me pose 2 secondes pour savoir si j'aime ou j'aime pas. La personne elle va dire, oh, non, mais j'adore. Hein, tu vois, donc... ou j'aime pas du tout. Ouais. Donc, effectivement, dans la finalité, il y a quelque chose de très instantané, mais pour mettre au point ça, il faut un peu cogiter. Voilà. Et ce serait quoi ton gros conseil pour quelqu'un qui souhaite se lancer ou qui lance son agence ou qui a même son agence depuis quelques années? C'est quoi le gros conseil? Le gros conseil, moi, je dirais, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance en la vie. Il faut essayer. Alors aussi l'association, pourquoi pas. Moi, je sais que je suis pas associé à quelqu'un, mais c'est super intéressant parce que je pense que dans les coups durs, même si je suis très bien entouré dans le côté juste gestion de la société, de temps en temps, je peux me sentir un peu seul. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça permet justement d'optimiser un réseau, d'avoir des visions différentes, les confronter. Mais attention, ça veut dire aussi confronter des visions différentes, donc enrichir un projet, mais ça veut dire aussi confronter, se dire moi je suis sûr que ça c'est la bonne réponse et moi je suis sûr que ça c'est l'autre, donc ça peut aussi confronter. Mais c'est là où j'aurais tendance à dire, voilà, de temps en temps, même nous, au bureau, quand on lâche rien et qu'il y a quelqu'un, une des filles au bureau qui dit moi je suis persuadé de ma piste, je lui dis ok, très bien, on présente ta piste, si le client adore, on la présente, on y va. À un moment... la bonne idée, elle n'est pas obligée de venir de moi ou du client ou de quelqu'un d'autre. Donc, elle vient de tout le monde. Et donc, on présente tout ce qui nous paraît pertinent, nous, au bureau. Donc, les bons conseils, je dirais, faut bien s'entourer et faut rencontrer des gens. Faut sortir. Sortir dans la vraie vie. C'est pas, en tout cas, moi, je sais que c'est pas sur Internet, sur les réseaux qu'on s'est fait. Instagram, on a rattrapé le train il y a 2-3 ans. On est... pas très fort là-dessus. La communication, c'est trop tôt voilà, pour voir les choses. Donc, nous, je pense qu'il faut sortir, il faut rencontrer des gens. C'est super important. C'est ça que c'est impressionnant. Ouais, c'est super important. Vraiment, c'est super important. Et que ça soit dans un contexte, voilà, c'est aller à des vernissages, c'est rencontrer des gens, en fait. C'est aller dehors. Parler de son métier. Ouais, mais il faut se perdre aussi. Hein. Moi, de temps en temps, c'est accepter aussi. Alors, aujourd'hui, maintenant, on veut que tout soit programmé, on veut se dire ce soir je vais là, après je vais là, après je vais là. Moi je sais que ça m'est beaucoup arrivé à 20 ans, 25 ans de se dire bon on verra, pour l'instant on va se balader, on verra où la soirée nous porte.
Et c'est se dire, on va à un premier vernissage, après on est amené chez des gens qu'on connaissait pas, créer de la rencontre, créer de l'inattendu, créer un peu de surprise. Finalement, c'est toujours un peu les meilleures soirées d'ailleurs. Mais oui, si, c'est important. Et puis c'est en allant à des vernissages qu'on rencontre des gens, d'aller à Milan, aller à Design Week. Il faut aller rencontrer des gens, il faut aller dans des salons. Ça peut paraître un temps perdu énorme, parce que moi j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Mais je pense que dans la finalité, la vie transforme quand même toujours un petit peu ce temps qu'on penserait perdu. Ouais, voilà, ces en temps utile. finissent par revenir. C'est vrai que toi, c'est impressionnant. Je trouve que tous tes premiers projets, tu les as eus par des rencontres. En fait, tu n'as jamais eu à prospecter. Je crois pas trop, moi, à la prospection. Je me dis, si un jour, moi, j'ai le téléphone qui sonne et qu'on me dit oui, bonjour, est-ce que vous cherchez un architecte d'intérieur Ça tombe bien, je suis architecte d'intérieur, je vais vous faire de votre salon, je me sentirais pas en confiance. Donc, je pense que c'est assez sain, le fait que les gens se rencontrent par l'humain. Voilà. C'est hyper intéressant. En tout cas, merci Louis pour ton temps. C'était vraiment un échange vraiment intéressant, je trouve. Donc, vraiment merci pour les personnes. Si on veut te retrouver, après, je t'identifierai évidemment sous la vidéo, mais plus quoi? Plutôt Insta, site internet? Ouais, on a un compte Instagram, voilà, Studio Louis Morgan, et effectivement, le site internet aussi qu'on essaie de mettre à jour régulièrement. Super. Voilà, merci à toi pour ton temps, en tout cas. Avec plaisir. Super intéressant de pouvoir parler de notre métier. Avec plaisir. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain épisode.